La mort ne donne pas de rendez-vous. Elle frappe au hasard Imogen Thompson, une femme modeste âgée de 53 ans, habitant dans un mobile home, qui venait d'hériter d'une somme d'argent inespérée quand elle fut abattue de 2 balles au volant de sa voiture. La pauvre femme n'aura pas eu le temps de profiter des 14 000 $ qu'elle venait d'empocher. 16 avril 1993, dans le comté de Gwinnett, en Géorgie. À leur arrivée au travail, les employés d'un garage découvrent une Lincoln marron stationnée dans l'allée. Le deuxième employé à être arrivé a cru que la conductrice était ivre. En s'approchant, les hommes voient du sang et comprennent que la conductrice n'est pas saoule, elle est morte. Elle penchait vers la droite. De toute évidence, elle avait reçu 2 balles dans la tête. On pouvait voir les trous dans son crâne et le sang qui avait giclé partout. Les enquêteurs arrivent sur les lieux. Il ne s'agit pas d'un suicide, il n'y a pas d'arme et on dirait que la victime a été dévalisée. On voyait clairement qu'elle avait dû avoir quelque chose sur ses genoux, qu'il n'y était plus, parce qu'il n'y avait aucune trace de sang à cet endroit. La vitre était baissée à moitié, si je me souviens bien. On a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un meurtre, et on s'est dit que le mobile devait être le vol. Alors on a commencé à retracer l'emploi du temps de la victime la nuit précédente. La femme s'appelait Imogen Thompson, elle avait 53 ans et était surnommée Jean. Elle vivait dans un mobile-home situé non loin de là et se rendait au travail quand elle a été agressée. Le crime était choquant. Dès le début, ça a été une affaire très médiatisée, parce que ce n'est pas le genre de crime qu'on a l'habitude de voir dans le comté de Gwinnett, qui est plutôt paisible. Pendant que les enquêteurs examinent la scène de crime, le fils unique de la victime, Michael Thompson, arrive sur les lieux pour vérifier comment se porte sa mère. Une amie à elle était passée par là ce matin-là et avait repéré sa voiture qui était garée. Elle avait alors appelé Michael pour lui dire où était la voiture de sa mère. Et c'est pour ça qu'il était venu sur place. C'est l'agent Jack Burnett qui va devoir lui apprendre la terrible nouvelle. Il était, ou du moins il paraissait être très attristé de ce qui s'était passé. Mais il n'était pas non plus totalement anéanti. La réaction surprenante de Michael Thompson le rend immédiatement suspect. Où étiez-vous? J'étais chez moi. C'est un fait avéré. 85% des meurtres sont commis par des proches. Les soupçons sur le fils se renforcent rapidement. On a découvert qu'il était déjà suspect dans une affaire de vol dont avait été victime sa mère 3 semaines avant qu'elle soit tuée. Jean Thompson avait hérité de 14 000 $, mais un mois plus tôt, elle était allée à la banque et avait tout retiré en espèces. Elle avait eu un problème financier avec un bien immobilier qu'elle possédait en copropriété. Elle avait peur d'être poursuivie et que cet argent lui soit saisi lors de la procédure. Alors elle l'a retiré de la banque et l'a gardé chez elle. Peu de temps après, elle s'aperçoit que la moitié de l'argent a purement et simplement disparu. 7 000 $ volatilisés. Elle a appelé la police pour signaler un cambriolage. Police, j'écoute. On m'a volé de l'argent à mon domicile. C'est un cambriolage? Ma porte de derrière, la porte de service, elle a été forcée. Un agent de la police du comté de Gwinnett, Mike Chappell, se présente chez elle. Jean Thompson. Agent Chappell, bonjour. Merci d'être venu. Certains éléments sont étranges. La porte était intacte. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Plus significatif encore, celui qui a pris l'argent a laissé 7 000 $ derrière lui. Aucun voleur digne de ce nom n'aurait volé que la moitié de la somme. Ça nous a interpellés, ça nous a conduit à penser que c'était sans doute le fils qui avait pris une partie de l'argent. Vous saviez pour l'argent de votre mère? Oui, j'étais au courant. Certains renseignements qu'on a obtenus sur Michael Thompson suggéraient qu'il pouvait avoir des soucis d'argent. Donc, puisqu'il habitait là, si ce n'était pas elle qui avait pris l'argent, ça devait forcément être lui. Même s'il est convaincu de la culpabilité du fils, l'agent Chappell ne peut rien faire. Il était persuadé que le fils avait pris l'argent, mais la mère ne semblait pas être disposée à engager des poursuites. C'était son fils unique, et elle ne se voyait pas demander à ce que son propre fils soit arrêté pour ce vol. L'agent Mike Chappell a l'habitude de gérer les conflits familiaux.
Ce n'est pas la partie la plus excitante de son travail, mais elle représente une bonne proportion des affaires qu'il traite au quotidien. Il y met donc toute sa bonne volonté. Mike Chappell intervient alors comme une sorte de médiateur, sans que sa hiérarchie en soit informée, puisque comme souvent dans ces cas opposant des membres d'une même famille, les victimes se refusent à porter plainte. Le policier n'en retire aucune gloire ni contrepartie financière. Il semble en fait se satisfaire des remerciements des citoyens de sa petite ville de Géorgie. L'homme va donc essayer d'en apprendre davantage sur le fils d'Imogen, Michael Thompson. Il découvre que le jeune homme a déjà volé sa mère dans le passé, s'emparant de $300 qui lui appartenaient. Et Michael ne semble pas depuis avoir résolu ses problèmes financiers. Avec son petit salaire, il a à peine de quoi vivre et serait certainement sans toit s'il n'habitait pas dans le mobil-home de sa mère. Avec ces éléments, Mike Chappell se rend sur le lieu de travail de Michael Thompson afin de s'entretenir avec lui. Le policier demande au suspect d'avouer et de restituer l'argent. Mais ce dernier nie être l'auteur du vol. Il refuse toute coopération avec l'agent des forces de l'ordre. La police apprend que depuis qu'on lui avait volé la moitié de son héritage, Jean gardait le reste de l'argent dans son sac à main. À présent, elle est morte et son sac a disparu. Pour la police, le fils a très bien pu vouloir récupérer le reste de la somme. On a rapidement pu établir où il était à l'heure du meurtre et il avait un alibi solide. Et il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui vient d'empocher une grosse somme. Plusieurs jours après le meurtre de sa mère et le vol du reste de son argent, Michael a été vu chez un prêteur sur gage des environs. Il a mis des objets au clou contre 50 malheureux dollars. Michael Thompson est finalement mis hors de cause. Mais si ce n'est pas lui, alors de qui s'agit-il? Est-ce un vol commis par hasard? L'un de ses pneus est à plat. Peut-être que Jean s'est arrêtée au garage après qu'il a crevé et qu'elle a été agressée par un voleur qui se trouvait là. Mais quelqu'un a aussi pu crever son pneu pour être sûr qu'elle s'arrête. Le pneu à plat n'était pas le résultat d'une crevaison ou d'un autre type d'accident. La nuit suivant la découverte du corps de Jean, les enquêteurs mettent en place un barrage dans l'espoir de trouver des personnes qui auraient emprunté cette route la veille. Quelqu'un a forcément vu la scène. On s'intéressait aux témoignages des personnes qui étaient passées par cette même route la nuit précédente. Elles avaient peut-être vu ou remarqué quelque chose d'inhabituel. Vous avez vu quelque chose? Non, je n'ai Rien du tout. Bon. Grâce à notre enquête auprès des automobilistes, on a pu établir un créneau horaire pour les faits. Il y avait des gens qui étaient passés entre 18 et 21h30 qui n'avaient rien vu du tout. Et d'autres étaient passés vers 22h15 et n'avaient vu que la voiture stationnée dans l'allée. Le crime avait donc eu lieu entre 21h30 et 22h15. Durant ce laps de temps, plusieurs personnes signalent avoir vu un véhicule de patrouille de police garé juste derrière la Lincoln de Jean. C'était une voiture de patrouille. Ils ont tous raconté exactement la même chose. Ils roulaient sur la route et ils ont vu la lumière bleue d'un gyrophare, une voiture de police, et la Lincoln garée juste devant. Jean a peut-être été contrôlé pour une infraction au code de la route avant sa mort. Si oui, un procès verbal a dû être enregistré, mais le retrouver risque d'être difficile. Le contrôle a pu être effectué par un des 6 services de police opérant dans la zone. On a vérifié auprès des différents services, du bureau du shérif à la police de la route, et on a déterminé qu'aucun véhicule n'avait été présent dans les environs. Personne n'avait fait l'objet d'un contrôle routier. Se pouvait-il que Jean Thompson ait été la victime d'une personne déguisée en policier? Cette hypothèse correspond avec les indices retrouvés sur la scène de crime, car certains détails font penser que Jean a fait l'objet d'un contrôle routier. Le moteur était coupé, la clé sur le contact à cause des vitres électriques. Elle a dû baisser sa vitre et elle portait encore sa ceinture. Les enquêteurs arrivent à la conclusion que cette nuit-là, les témoins ont aperçu un véhicule de patrouille de la police du comté de Gwinnett. Les véhicules du comté de Gwinnett étaient très caractéristiques à l'époque. Blanc avec une grosse bande jaune et surtout le blason du comté sur la portière.
Mais pourquoi n'y a-t-il aucune trace du contrôle dont a fait l'objet Gene Thompson cette nuit-là? Parfois, les agents de police font un contrôle sans le signaler à la radio. Ils ne sont pas censés le faire, c'est contraire au règlement, mais ça arrive. On espérait identifier cet agent pour glaner des infos sur ce qu'il aurait pu voir. Les enquêteurs interrogent une amie de Gene, Dolores Burrell, qui mentionne le nom de l'agent Chappell. Qui d'autre a-t-elle vu ce matin-là? Je crois qu'un policier est passé chez elle. Il découvre que l'agent Chappell a continué d'enquêter de son côté sur le cambriolage et qu'il est resté en contact avec Gene. Il racontait à Madame Thompson qu'il était sur l'affaire, qu'il allait tenter d'intimider son fils pour qu'il lui rende l'argent. Chappell a même suivi Gene plusieurs fois lors de ses déplacements en voiture. Elle l'avait vu quelques fois dans le quartier. Et un soir, il l'avait même escorté jusqu'à son travail. Elle avait dit se sentir vraiment rassurée par sa présence, qu'il était comme un ange gardien qui veillait sur elle. Grâce à de nouveaux témoignages, la police pense qu'il a pu la surveiller la nuit du meurtre. On avait au moins 2 témoins qui disaient avoir vu un policier en imperméable, d'une carrure imposante, penché à la vitre, debout à côté de la voiture ou marchant en direction de la voiture. On a donc commencé à dresser la liste de tous les agents les plus costauds qui travaillaient dans le quartier nord. Seule une poignée d'agents du comté correspondent à cette description. Avec son maître 95, Mike Chappell, l'ange gardien de Gene, en fait partie. Mais s'il est bien celui que les témoins ont vu, pourquoi n'a-t-il rien dit? L'enquête s'accélère. Une équipe est chargée d'identifier tous les agents de grande taille du comté de Gwinnett. Parallèlement, d'autres inspecteurs interrogent Dolores Burrell, l'amie de Gene, et ils obtiennent des informations très troublantes. Il a insisté pour qu'il se voie et qu'elle apporte l'argent avec elle. La nuit du meurtre, Chappell avait contacté Imogen Thompson et lui avait fixé un rendez-vous en prétextant avoir trouvé un moyen pour qu'elle récupère son argent. Pour cela, il fallait qu'elle lui apporte les $7 000 restants. De cette manière, il allait pouvoir comparer les liasses de billets et déterminer qui lui avait dérobé l'argent. Pour les enquêteurs, cette révélation fait l'effet d'une bombe. Les agissements de Chappell dépassent le cadre de son travail. Il y a eu un silence de mort, et j'en suis sûr, on pensait tous les 4 à la même chose. En plus du témoignage de l'ami d'Imogen, Dolores, les policiers continuent d'entendre les automobilistes qui sont passés devant la Lincoln marron de la défunte le soir du crime. 2 témoins, Carl Kauter et son ami, qui ont vu un policier en par-dessus s'avancer avec une lampe torche vers le véhicule d'Imogen, sont reçus au commissariat de Gwinnett County. Carl et son ami indiquent aux enquêteurs que, après être passés devant ce qui allait devenir une scène de crime, ils avaient de nouveau croisé la voiture de patrouille du policier en par-dessus sur le boulevard Peachtree Industrial à quelques centaines de mètres de là. La voiture les avait suivis un moment, sans raison apparente. À un feu tricolore, les 2 véhicules se retrouvèrent finalement stoppés côte à côte pendant environ 45 secondes. Carl Kauter eut alors le temps de photographier mentalement le visage du conducteur de la voiture de police. Au commissariat, lui furent présentées différentes photos de policiers du comté travaillant dans le quartier nord et ayant une carrure imposante. Eh bien, parmi les dizaines de clichés, Carl n'hésita pas une seconde. Il reconnut immédiatement le conducteur. Il s'agissait de Mike Chappell. En fait, il n'existe qu'une explication possible. Mike Chappell a tué Gene Thompson et lui a volé ses $7 000. On était tous sous le choc, atterrés, incrédules et complètement abasourdis. On n'arrivait pas à y croire parce que c'était l'un des nôtres. Pendant longtemps, j'ai espéré que ce ne soit pas quelqu'un de la police du comté de Gwinnett. Ça aurait pu être un flic véreux d'un autre comté, voire un individu qui se faisait passer pour un policier. Un flic corrompu. Le pire cauchemar pour un enquêteur. Mais comme pour n'importe quelle affaire, les doutes ne suffisent pas, il faut des preuves. Merci, au revoir. Le plus difficile, c'était de s'assurer que non seulement on avait fait tout ce qui était humainement possible pour prouver qu'on avait raison, et que c'était lui le coupable, mais aussi qu'on avait épuisé toutes les autres pistes pouvant prouver que ce n'était pas lui.
Mike Chappell est bien la dernière personne qu'on aurait soupçonné d'avoir volé et tué une femme qui lui faisait confiance. Mike était un policier très apprécié. Un grand nombre de ses collègues l'estimaient et le respectaient. Cependant, en creusant un peu, l'image du policier exemplaire commence à se fissurer. Il avait notamment de gros problèmes d'argent. Chappell possédait une salle de gym à Buford. Il faisait de la musculation. Il avait des soucis financiers et on a appris qu'il allait être contrôlé par les impôts. Mais depuis peu, il dépense sans compter. Dans les 3 ou 4 jours qui avaient suivi le meurtre, il avait payé plusieurs de ses factures avec des coupures de $100. Il avait aussi acheté des t-shirts pour sa salle de gym avec des billets de 100 et avait payé le nettoyage de sa voiture avec un autre billet de 100. Quand les enquêteurs fouillent sa voiture de patrouille, ils trouvent des billets de $100 dans un carnet. La réserve fédérale a pu déterminer où ces coupures avaient été livrées. Et il se trouve qu'elles provenaient de la banque d'Imogen Thompson. Ironie du sort, les enquêteurs vont découvrir la preuve la plus incriminante au poste de police. On a fouillé son casier au poste de police. On a récupéré sa veste imperméable et la manche droite était recouverte d'éclaboussures de sang. Ce genre d'éclaboussure est généralement causé par une explosion ou la proximité avec une explosion, ou encore par un impact de balle sur un corps. Or, à ce stade de l'enquête, il était important de prouver qu'il avait tiré avec une arme. Et puis, dans son coffre, on a trouvé un silencieux, un M16 volé, dont certains numéros avaient été effacés. Il y avait aussi 189 cartouches et 7 chargeurs. Et quand on l'a interrogé là-dessus, Chappell a répondu que c'était en cas d'émeute urbaine. Et sur l'accoudoir de son véhicule, la police retrouve aussi du sang. On a fait analyser ce sang et on l'a comparé à celui d'Imogen Thompson. Et c'était bien l'ADN de la victime. L'ADN est une très longue molécule propre à chaque individu. Depuis une vingtaine d'années, il est devenu l'indice numéro 1 pour toute enquête criminelle et les techniques de collecte et d'analyse des traces génétiques sang, salive, n'ont cessé de se perfectionner, offrant aujourd'hui un processus à la fois plus fiable et plus rapide. Une fois la présence de sang attestée sur un support, en l'occurrence ici l'accoudoir du siège de la voiture de Mike Chappell, des prélèvements sont effectués, puis les experts vont diluer les échantillons prélevés dans une solution. Cette étape permet de décrocher l'ADN de son support. Il est ainsi prêt à être analysé par la police scientifique. Souvent, la quantité d'échantillons d'ADN est trop petite pour déterminer à qui le sang prélevé appartenait. Les experts procèdent alors à ce que l'on appelle une amplification de l'ADN par un dispositif très précis de chauffage et de refroidissement. Ce dispositif va permettre de doubler la quantité d'ADN présente dans le tube et ainsi de permettre une comparaison avec un profil génétique donné. C'est ainsi que les policiers de Gwinnett County vont établir que le sang présent sur l'accoudoir de la voiture de fonction de Mike Chappell est bien celui de la malheureuse Imogen Thompson. C'était en quelque sorte la pièce manquante du puzzle. Mike Chappell est arrêté et inculpé de meurtre et de vol. Il était en service, on l'a interpellé, on lui a retiré son arme, puis on l'a conduit en salle d'interrogatoire et on l'a ensuite interrogé. Pendant ce temps-là, une perquisition a été conduite à son domicile. Une autre perquisition a eu lieu dans sa salle de gym et aussi dans son camion. Son véhicule de patrouille avait déjà été examiné par les techniciens de scène de crime, de même que son casier au poste de police. Quand on l'a inculpé, ça a été un choc pour l'ensemble des forces de police du comté. Le département du shérif le soutenait. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait pu commettre un tel crime. Parmi ses collègues, beaucoup disaient que c'était tout bonnement impossible. On a senti un vrai ressentiment à l'égard des enquêteurs en charge de l'affaire. Perplexité, incrédulité. Ils nous en voulaient qu'on ait pu faire de telles allégations. Le chef de la police a même dû faire quelque chose d'incroyable. Il a fait le tour des bureaux pour montrer les preuves contre Chappell.
à tous les agents de la police du comté de Gwinnett. Il voulait que ce soit bien clair pour tout le monde que l'enquête avait été menée correctement et surtout restaurer la confiance. Je n'avais encore jamais vu ça auparavant. Les preuves contre le policier sont accablantes. Malheureusement, plus on essayait de prouver que ce n'était pas lui le coupable, et plus les preuves nous indiquaient le contraire. Si on me l'avait dit, je ne l'aurais jamais cru. Mais en tant qu'enquêteur, on doit s'en tenir aux preuves. Et selon moi, les preuves démontrent qu'il est coupable du meurtre d'Imogen Thompson. Les agents ont commencé à souffrir de cette affaire quand ils arrêtaient des automobilistes pour une infraction au code de la route. Les conducteurs leur disaient « Tirez pas, on sait comment ça finit avec vous, les flics de Gwinnett. » Même si Chappell nie tout en bloc, la police est maintenant certaine du déroulement des faits. Gene Thompson appelle la police au sujet du vol de son argent et l'agent Mike Chappell se présente à son domicile. Bonjour, agent Chappell. Je crois que très rapidement, il a compris qu'il y avait une opportunité à saisir pour lui. Il se met à la surveiller pour mieux connaître ses habitudes. Elle croyait qu'il la suivait pour garantir sa sécurité. En réalité, il cherchait un endroit où la tuer. Ok, bon, il faut qu'on se voit ce soir. Quand son plan est fin prêt, il demande à Jean de le rejoindre avec le reste de l'argent. Elle part de chez elle vers 9h30. Il la suit. Vers 22h, il passe à l'action et fait retentir sa sirène pour qu'elle se gare sur le bas-côté. À ce stade, pour Gene Thompson, il s'agissait d'un banal contrôle routier. Les automobilistes ne prêtent pas spécialement attention aux véhicules de patrouille. Quand on y pense, c'était plutôt bien réfléchi, parce que 90% des automobilistes qui sont passés par là et ont vu la voiture de police ont regardé ailleurs. Ils ont vu le gyrophare et ont baissé les yeux vers leur compteur de vitesse. Chappell sort et s'approche de la voiture. Jean ignore alors qu'il s'agit de celui qu'elle appelle son ange gardien. Elle prend son sac à main et le pose sur ses genoux pour en sortir son permis de conduire. Quand elle baisse sa vitre, Chappell sort son arme et tire 2 coups de feu. C'est comme ça que les policiers du comté de Gwinnett étaient et continuent d'être entraînés à tirer. 2 coups. Chappell s'empare alors du sac à main avec les $7000, laissant une empreinte du sac dans la mare de sang. Ensuite, il lacère son pneu. Le pneu avait été crevé d'un seul coup de couteau, bien net. Puis il regagne son véhicule comme il l'aurait fait après n'importe quel contrôle routier. Je crois qu'il s'est cru plus malin que nous et qu'il ne savait pas du tout combien d'automobilistes étaient passés sur cette route. Il n'avait sans doute pas idée non plus du nombre d'amis que pouvait avoir Madame Thompson, ni des discussions qu'elle avait eues avec eux. Il n'imaginait pas qu'on puisse le démasquer, mais on a bien travaillé et on a réussi. En 1995, Chappell est jugé pour meurtre et vol à main armée. Pour le premier chef d'accusation, meurtre, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Chappell est reconnu coupable de meurtre, de vol à main armée et de détention d'une arme à feu dans le but de commettre un crime. Il est condamné à la prison à vie. Il a fait appel 3 fois et il a été débouté à chaque reprise. Il continue de clamer son innocence. Il n'admettra sans doute jamais sa culpabilité. Je crois que jusque dans sa tombe, il continuera de nier. Les indices ne laissent aucun doute. Mike Chappell est bien le meurtrier d'Imogen Thompson. Pourtant, depuis plus de 10 ans, il clame son innocence. Mike a-t-il fini par s'auto-persuader qu'il n'était pas coupable, par croire sincèrement à son innocence? Le problème, c'est que le meurtrier a entraîné plusieurs personnes dans son délire. Son avocat d'abord, qui a réalisé plusieurs demandes d'appel pour lui. Quelques-uns de ses anciens collègues restés incrédules. Mais aussi une association de policiers influente, la National Police Defense Foundation, ainsi que quelques citoyens adeptes de la théorie du complot qui continuent aujourd'hui encore à plaider sa cause. Pour autant, ces élucubrations
ne pourront pas ébranler les nombreuses preuves concrètes reliant Mike au meurtre. Encore une fois, dans cette enquête, la science a eu le dernier mot. C'est ainsi que prend fin cette émission. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur cette antenne pour de nouvelles affaires, des enquêtes impossibles.